toujours un plaisir de vous avoir parmi nous comme invité d'honneur aujourd'hui. Comme vous voyez, nous sommes en train de tenir la troisième édition du Congrès national des juniors entreprises. Nous avons deux colloques qui sont en cours et le troisième colloque, c'est celui de la digitalisation sectorielle que nous allons évoquer. Je suis désolée, la Il n'y a pas de distanciation souci, il n'y a sociale. pas de problème. Prenez votre- Donc, je disais, c'est un sujet qui est très important, très primordial pour nous. On parle de plus en plus du terme de digitalisation et de son poids au sein d'une entreprise. On veut bien savoir où peut-on, je suis désolée, faut-il s'aventurer dans des secteurs bien définis ou d'autres? Donc plusieurs questions qui se posent et on voudrait bien avoir votre retour d'expérience puisque vous êtes dans le domaine. J'ai à ma gauche Madame Ilham Hassania Gerdoudi, la DG de Digited. Vous êtes la bienvenue, Madame. Merci Vous beaucoup. pouvez vous présenter brièvement? Merci beaucoup. Alors d'abord, je tiens à vous remercier de cette invitation. Merci Dunia de m'avoir invitée. C'est pas la première fois que j'interviens avec la junior entreprise et c'est toujours un plaisir de partager avec les jeunes, d'échanger avec vous, de partager mon expérience et surtout sur des sujets aussi importants que l'entrepreneuriat et la digitalisation. C'est des sujets qui me sont très chers et que j'aime beaucoup partager avec les jeunes. Et je suis ravie de voir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui s'intéressent à ces domaines-là et qui s'investissent pour pouvoir avancer, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans le digital. Donc alors, moi, très brièvement, j'ai 20 ans d'expérience dans le digital principalement. J'ai travaillé dans une multinationale leader dans les télécoms pendant plus de 14 ans. Ensuite, j'ai géré une ONG qui s'occupe de l'employabilité des jeunes. Donc en fait, c'est mon côté partage social et vouloir donner aussi aux jeunes de l'expérience à pouvoir finalement se positionner dans le monde du travail. J'ai également été directrice d'un cluster de l'innovation digitale au Maroc, et ça m'a mis finalement à côté de beaucoup d'entreprises, que ce soit des grandes entreprises, des moyennes ou des petites ou des startups. Et donc j'ai pu constater comment fonctionne cet écosystème du digital ici au Maroc et comment on peut le promouvoir. Donc mon constat était que on avait vraiment du mal à convaincre les entreprises à passer dans le digital. C'est-à-dire qu'elles avaient toute une stratégie de se digitaliser, de commencer la digitalisation un jour. Enfin, il y a quand même des niveaux de digitalisation différents chez les entreprises au Maroc. Mais par exemple, quand on prend le tissu des PME, elles sont qui représentent le tissu le plus important de sociétés au Maroc. La digitalisation fait partie des projets, mais n'était pas la priorité parce que elles ont d'autres priorités. Par exemple, augmenter la commercialisation de leurs produits, d'autres choses étaient plus prioritaires. Et là, aujourd'hui, je pense qu'avec la pandémie, la question de la digitalisation ne se pose plus chez personne. C'est-à-dire que la pandémie est arrivée et les entreprises qui existaient aux yeux de leurs consommateurs sur le plan Internet pouvaient continuer à commercialiser et finalement à avoir des revenus. Et celles qui ne l'étaient pas, qui n'étaient pas digitalisées, eh ben elles ont tout simplement arrêté de travailler. Donc ça, il y a ce côté ma relation avec mes clients. Il y a l'autre côté qui est comment travailler entre mes équipes, c'est-à-dire comment gérer les équipes de l'entreprise. Est-ce qu'on est capable de les gérer sur le plan
digitales, est-ce qu'on est capable de leur fournir les PC pour qu'ils travaillent à distance? Mais pas que. Il y a aussi la méthodologie. Il y a pas mal de choses. Si vous voulez, on peut rentrer dans ces détails plus tard. Mais voilà. Donc aujourd'hui, la pandémie a accéléré la digitalisation. Et les différentes entreprises aujourd'hui sont finalement en train d'aller vers une course, je pense, à la digitalisation, et on pourra peut-être discuter de comment mieux se préparer pour se digitaliser, parce que il suffit pas d'adopter un certain nombre de logiciels pour dire c'est bon, nous sommes parfaitement dans le monde du digital, et voilà. Donc il y a toute une stratégie. On pourra rentrer dans ces détails Bien si sûr. vous le souhaitez. C'était une question que j'allais poser, c'est par rapport à la pandémie et le besoin de la digitalisation qui nous était imposé en quelque sorte. Donc avant de plus rentrer en profondeur dans ces détails, j'aimerais accueillir chaleureusement Monsieur Olivier Branzini. Vous êtes le directeur général de Malten Africa. Vous êtes la bienvenue, monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et à votre gauche, Madame Dounia Kitseb, notre présidente du conseil d'administration de la Confédération nationale des juniors entreprises marocaines. Donc, je vous donne la parole brièvement pour vous présenter et pour qu'on ait un petit peu un aperçu de votre situation actuelle. Ok. Alors, à nouveau, merci pour l'invitation. C'est très important de pouvoir partager ça, comme vous le disiez, avec des jeunes aujourd'hui, sur ce qui se passe et ce qui se passera demain. Parce que les changements seront portés par la jeunesse principalement. Je suis pas très vieux, mais quand même, il y a une différence de génération. Donc, pour ma part, ça fait un peu plus de 15 ans que je travaille dans le milieu de l'organisation et des sites d'information. J'ai fait une grande partie de ma carrière en France avant d'arriver au Maroc, par choix, par volonté de venir participer à la digitalisation du continent africain pour le groupe que je représente, Maltem Consulting Group, qui est présent sur différents pays et qui intervient sur la transformation digitale en général et particulièrement sur les aspects organisationnels, méthodologiques et technologiques. Donc lorsqu'on est arrivé ici il y a 3 ans, le premier constat c'était qu'il y avait, comme vous le disiez, une vision, une envie, à différentes maturités selon les secteurs. Le secteur qui, pour moi, était qui est toujours le plus en avance, c'est le secteur financier, bancaire et assurantiel. Il y a quelques grands comptes qui ont commencé des démarches fortes de transformation digitale en mettant en place des digital factories, qui sont des organes autonomes qui viennent porter la transformation de l'entreprise, pas seulement du point de vue technologique, mais avant tout du point de vue humain. Et donc ces grands groupes ont un peu montré la voie au reste du secteur économique marocain. Force est de constater, et là je vous rejoins complètement sur la partie PME ou d'autres grands comptes, c'était un peu plus frileux, ou alors c'était peut-être moins bien perçu l'impact que peut avoir et ce que signifie vraiment la digitalisation, parce que c'est absolument pas, ça se limite pas à développer une application mobile ou mettre en place un nouveau site web, ça c'est juste une résultante parmi d'autres. Il y a tout un travail en amont qui doit être fait. Et le Covid, donc, qui est quelque chose bien sûr que personne n'a souhaité et que personne n'aurait voulu, mais si on essaie d'être optimiste, et c'est aussi un trait de caractère qu'il faut avoir quand on est entrepreneur, on peut voir le côté, entre guillemets, si je puis dire ainsi, positif, les effets de bord qu'a eu le Covid. Il y a eu beaucoup de drames, mais ça a poussé tout le monde, toutes les organisations, privées, publiques, petites structures, grandes structures, à se repositionner, à se poser les bonnes questions sur comment je peux faire tourner mon business dans un contexte où tout doit être fait à distance. C'était la première question. Donc il y a des entreprises qui sont sorties, d'autres pas, d'autres qui sont en train de pivoter, de se transformer. Après, on rentrera dans le détail, je pense, de plus de sujets. Mais voilà, en termes d'introduction, c'est un peu ce qu'on disait ce matin. C'est la transfo digitale, c'est pas de la techno, c'est d'abord du mindset. Avant toute chose, c'est un état d'esprit, et ça touche tous les secteurs d'activité sans exception. Et ça l'a montré avec le Covid. Bien sûr, c'est pour cela qu'on parle de la digitalisation sectorielle cette fois dans ce colloque. Donc, Madame Dounia Kiteb, si vous pouvez vous présenter à notre audience qui nous suit en ligne et nous parler brièvement qu'est-ce que signifie la transformation digitale sectorielle à vous. Alors, Oui.
Merci beaucoup. Alors voilà, je me fais entendre finalement. Alors je me présente, je suis Dunia Kitab, je suis la présidente du conseil d'administration de la Confédération des juniors entreprises marocaines. Alors brièvement, mon parcours dans le cadre du mouvement junior entreprise au Maroc. J'ai été fondatrice de la première junior entreprise à l'École nationale de commerce et de gestion à Kenitra. Par la suite, j'ai fait partie de la Confédération qui aujourd'hui fédère le mouvement de l'ensemble des juniors entreprises issus de l'ensemble des écoles supérieures au Maroc. Et enfin, voilà, je fais finalement partie du conseil d'administration qui dresse vraiment les orientations stratégiques du mouvement junior entreprise au Maroc. Donc voilà, aujourd'hui nous nous retrouvons, enfin je me retrouve au milieu de deux experts en IT. D'ailleurs c'est un honneur. Merci beaucoup pour votre présence avec nous aujourd'hui. Alors pour ma part, si je rebondis sur un fait, c'est surtout par rapport à la culture du digital vis-à-vis des jeunes. Donc là, c'est un point vraiment très important du fait que voilà, nous sommes issus d'écoles supérieures marocaines, c'est vrai. Par contre, si on a une culture du digital, c'est vraiment une culture assez qui n'est pas, c'est plus une culture de forme qu'une culture de fond, dans le sens où on n'est pas vraiment initié par rapport à ce qui compte, c'est-à-dire, voilà, nous sommes aujourd'hui positionnés en tant que jeunes étudiants, mais par la suite, nous allons être amenés à être les futurs cadres, à occuper des postes dans le cadre d'organisation, dans le cadre d'entreprise, dans le cadre de cabinet, etc. Donc là, ce qui est vraiment important, c'est d'être pas uniquement initié au concept du digital dans un cadre qui soit social, mais surtout dans un cadre qui ait une orientation plus économique et plus, plus économique et plus structurelle dans le sens où on est initié au digital dans le cadre de l'organisation des entreprises. Donc là, à partir de là, c'est tout l'intérêt en fait de prendre contact avec les experts dans le digital, à savoir Monsieur Olivier ici présent avec nous et Madame Ilham. Donc là justement, j'oriente la discussion dans ce sens et je me dirige vers Madame Ilham si vous permettez. Alors justement, on aimerait bien avoir votre retour par rapport à la culture des jeunes aujourd'hui, surtout par rapport au digital vis-à-vis de l'organisation dans le cadre de l'entreprise. Pas uniquement des connaissances générales en technologie nouvelle ou système d'information, mais surtout que pensez-vous de notre propre positionnement, de nos propres connaissances qui vont par la suite nous permettre de nous intégrer dans un cadre professionnel et de réellement participer à l'amélioration de toute une structure et d'accompagner sa transformation digitale? Merci Donia. En fait, moi je suis très optimiste par rapport à comment les jeunes s'approprient le digital au Maroc, parce que je trouve que les jeunes vont intuitivement vers le digital sans complexe, sans se dire que voilà ça va être trop compliqué, etc. Peut-être que d'autres personnes ont cette appréhension du digital, mais les jeunes ne l'ont pas. Donc ça c'est un point très positif. Je pense qu'Olivier vous le partagez. Et donc de ce fait, en fait, ils sont capables d'apprendre très vite. Il y a quelque chose que je trouve très positif, que j'encourage beaucoup les jeunes à le faire, c'est qu'ils apprennent sur Internet. Ils arrivent à finalement trouver des formations qui leur conviennent. Et ils perfectionnent leur niveau. Par exemple, tous ceux qui sont dans, par exemple, la programmation, ils vont pas se contenter des langages qu'ils ont appris dans les écoles, dans leurs écoles d'ingénieurs. Ils vont aussi apprendre d'autres langages, voir qu'est-ce qui marche le mieux, etc. Donc, de ce côté-là, j'ai pas d'inquiétude. C'est sur le côté plutôt organisationnel que là, je pense que les jeunes doivent donner plus d'attention en se disant aujourd'hui, par exemple, je veux digitaliser telle ou telle partie de l'entreprise. Il faudrait d'abord que ça passe par une étude, que ça passe par une conduite de changement.
il y a tout un écosystème en fait à étudier. C'est pas uniquement un choix technologique qu'on vient et qu'on pose sur une table et qu'on dise bah voilà, l'entreprise va adhérer à ce choix technologique parce que nous avons pris le temps de choisir la meilleure qualité-prix par rapport aux besoins de notre entreprise à la date d'aujourd'hui. Donc quand je dis conduite de changement, à quoi je pense précisément, c'est que par exemple vous avez des entreprises et on l'a vu aussi dans des exemples de digitalisation ici au Maroc, qui investissent des sommes énormes à intégrer des nouveaux logiciels. Mais qui probablement vont faire des formations, c'est-à-dire qu'ils vont pas négliger ce volet formation qui est important, qui est très important parce qu'on peut pas juste poser un logiciel sans former ses équipes, mais qui finalement ne vont pas travailler sur l'adhésion des équipes parce que vous avez des gens qui peuvent juste prendre peur, se dire ah tiens ça va à terme remplacer mon poste, alors que en fait quand on regarde les tendances de la digitalisation, effectivement, la digitalisation détruit un certain nombre de postes, mais on crée encore plus que ce qu'elle en détruit. Donc, il faut pas en avoir peur et il faut surtout bien expliquer et bien faire adhérer ces équipes au projet de transformation digitale. Et cette, en fait, cette transformation, elle est vraiment à préparer avec beaucoup de soin pour qu'elle soit vraiment bien réussie. Ensuite, donc par rapport, en fait, après, il faut qu'on prenne domaine par domaine. Donc il y a le domaine du marketing digital qui aujourd'hui représente un marché de 322 milliards de dollars. Je ne sais pas si vous visualisez un petit peu, mais c'est beaucoup d'argent. C'est 322 milliards de dollars. C'est ce qui a été fait sur 2019. Ce qui est prévu sur 2027, c'est 640 milliards de dollars. C'est-à-dire que là, je fais appel aux jeunes en disant, voilà, si vous vous spécialisez dans le marketing digital, vous allez forcément trouver du travail et ça partout où vous voulez, quoi, pas que au Maroc. Et donc ça c'est un volet. Après on a d'autres volets. Comment appréhender, par exemple, la digitalisation de la production. Les entreprises aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à digitaliser leur production pour être compétitifs, parce que aujourd'hui ce qui nous arrive de l'étranger comme concurrence, comme produit de qualité, etc. C'est une vérité terrain. Donc il faut qu'on s'adapte à son marché et on ne peut pas dire voilà, par exemple, moi, mes concurrents s'investissent dans l'IA, mais moi, l'IA ne m'intéresse pas. Ça peut être vrai aujourd'hui, dans quelques temps. Vos concurrents qui vont utiliser des techniques d'IA vont aller beaucoup plus vite que vous et ils vont conquérir les clients beaucoup plus vite que vous et ce sera irréversible. C'est-à-dire que vous pourrez jamais aller plus vite avec des équipes comparées avec des équipes sans IA qu'avec des équipes avec de l'IA. Ça c'est une vérité qu'aujourd'hui le marché a bien validé. Donc voilà, c'est ces domaines-là et il y en a d'autres
qu'on peut aussi aborder. Mais voilà, donc il y a la production, il y a les fonctions internes aussi, c'est-à-dire la digitalisation de la formation. Aujourd'hui, c'est très important. On l'a vu avec la pandémie. Si vous avez des équipes et que vous les avez pas formés aux outils digitaux, forcément qu'ils vont pas savoir les utiliser, ils vont pas savoir les maîtriser. Donc, vous devez avoir une composante de formation digitale, une composante de la digitalisation des fonctions communes de l'entreprise, que ce soit du RH ou du support ou de la comptabilité ou autres, qui sont en général beaucoup plus facilement digitalisable que par exemple la production, la digitalisation de la production, où là c'est vraiment des investissements assez importants et voilà. En fait, Madame Ilham, j'aimerais bien rebondir sur un point que vous venez de citer et qui est vraiment très important, c'est la digitalisation de la formation. Et là, c'est vraiment intéressant. Par contre, j'aimerais m'adresser à Monsieur Olivier. Alors, durant cette période, nous avions, dans le cadre de notre partenariat avec Mathem Africa, assuré pas mal de formations orientées digitales dans ce sens. Donc, j'aimerais bien avoir votre retour, surtout par rapport à la culture de ces jeunes, à laquelle vous avez été affrontés au début, et à l'importance et surtout à l'orientation des formations, enfin le pourquoi du comment et les apports de ces formations par rapport à ces jeunes entrepreneurs qui seraient éventuellement par la suite amenés à être carrément dans le bain du digital pour accompagner telle ou telle entreprise. C'est une question très importante. Effectivement, on a ce partenariat ensemble. Alors, on a pour l'instant juste fait une première initiation. Et on va commencer le cycle de formation avec les jeunes à partir du mois de janvier. Alors, j'ai pas encore le retour d'expérience complet à partager aujourd'hui sur mon avis. Si vous permettez, si je peux vous donner un retour, parce que naturellement, on commence par recueillir des retours comme ça de manière verbale et par la suite, on les formalise. Alors, les retours, tout simplement, nous avions eu des juniors entrepreneurs qui étaient fascinés. Alors, je ne vous cache pas, c'est à la fois une bonne et une mauvaise chose. Une bonne dans le sens où ils se retrouvent face à des professionnels. Donc là, la quantité de connaissances et la qualité surtout des connaissances qui peuvent émaner de ces professionnels et qu'ils peuvent eux-mêmes recevoir pour justement assurer leur montée en compétences dans un domaine, c'est très important. Et c'est un petit peu péjoratif dans le sens où nous nous retrouvons avec des jeunes qui ne sont pas complètement initiés par rapport à un domaine. Donc là, rien qu'en parlant d'initiation, ils sont déjà fascinés, alors que normalement, ça doit être déjà intégré dans leur dans leur système de valeurs, dans leur orientation. Effectivement, parce que c'est vrai que l'expérience qu'on a eue pour l'instant, c'était une première sous forme de webinaire de 2 heures, une initiation où on a balayé les choses de manière très très large, très horizontale, en parlant des différents piliers de la transformation digitale. Il y a eu beaucoup de questions qui sont arrivées pendant le webinaire, même après. Il y a eu des bons feedbacks aussi. Donc je sais nous en tout cas on a hâte de commencer, de rentrer vraiment dans le cœur du sujet. Et pour avoir été en contact avec ces jeunes ou même d'autres jeunes en dehors de la CGEM, parce que depuis que je suis là, aujourd'hui la structure que je dirige, on a à peu près une 50aine de personnes. On a donc du coup en 3 ans on a recruté plus de 70 personnes avec les entrées et sorties, surtout des jeunes. Donc assez rapidement je me suis confronté à la jeunesse marocaine. Où j'ai pu constater une chose, c'est qu'il y a de très belles formations sur le volet technique des choses, technique au sens informatique, même technicité métier, que ce soit pour une école de commerce, une école de marketing, une business school, où il y a une vraie technicité. Franchement, c'est assez impressionnant. Et là où je vois encore un gap, un axe d'amélioration, quelque chose à combler que n'apportent pas encore les écoles à mon sens aujourd'hui, mais ça, je pense que ça va arriver. C'est justement ces compétences vraiment dédiées à une transformation digitale. Et comme on en avait parlé pendant ce fameux webinaire, et on peut en partager ça aussi aujourd'hui. Et comme le disait ma collègue, avant toute chose, c'est cette notion de changement, cette conduite du changement, c'est prendre conscience des choses. Et ça nécessite une agilité d'esprit, ça nécessite une très forte empathie, ça nécessite aussi le courage de se remettre en question, de se dire ok, j'ai fait des études supérieures, aujourd'hui je suis ingénieur, aujourd'hui je suis école de commerce. Oui, mais en fait, tout ce que tu as appris, il va falloir le réapprendre pour le remettre dans un contexte propre à une entreprise, propre à une start-up, propre à un marché qui évolue très vite, beaucoup plus vite que les programmes éducatifs en tout cas. Et
pour revenir sur la question, c'est-à-dire que tant on s'attache pas, surtout si on est des jeunes entrepreneurs, à comprendre que on va pas créer de solution, mais avant de créer une solution, il faut d'abord trouver quel est le problème. Et ça, on l'avait répété pendant le webinaire. Les jeunes nous disaient, mais quel est le besoin aujourd'hui sur le marché? Je dis, mais c'est pas de besoin, c'est quel est le problème. Une fois qu'on a bien défini un problème, et c'est une des premières étapes de certaines méthodologies comme le design thinking par exemple, ou d'autres, mais il faut bien problématiser les choses. Ce qui implique aussi de savoir de savoir prendre conscience de son marché, à qui on s'adresse, quelle sera sa cible. Vous parlez de marketing digital, le marketing, la première vocation, c'est d'avoir une approche par segmentation. On parle pas de la même manière des catégories socio-professionnelles de tel ou tel endroit, de tel ou tel pays, de telle ou telle région au Maroc, de tel ou tel âge. Donc à chaque fois, c'est avoir ce réflexe d'être dans une culture orientée utilisateur. Et ça, pour l'instant. Pour moi, c'est là qu'il faut travailler auprès de la jeunesse pour leur distiller, pour leur donner les clés qui va leur permettre eux-mêmes de se changer et d'avoir cette empathie tournée aux utilisateurs qui permettra ensuite de bien trouver les problèmes, de bien brainstormer et avoir de l'idéation autour de ces problèmes-là pour ensuite penser à des prototypes rapides. Et le deuxième constat que j'ai fait, c'est la peur de l'échec. La peur de pas savoir et la peur de l'échec. C'est quelque chose sur lequel j'étais assez frappé dans le cadre de différents projets qu'on a menés où les personnes peuvent vous dire c'est bon, c'est clair, c'est compris, oui ça va fonctionner, mais en fait non. Et il faut creuser pour aller le détecter. Et savoir dire non de manière très claire, très transparente et argumentée, et savoir dire je ne sais pas et savoir tenter quelque chose et se planter, ça aussi je pense que c'est une sorte de compétence qu'on doit donner aux jeunes aujourd'hui pour pas qu'ils en soient effrayés. Alors c'est facile à dire lorsqu'on a eu un parcours et que c'est soi-même planté et qu'on a appris à se relever. Il faut toujours une première fois. Mais on peut toujours se rappeler que lorsqu'on a tous été bébés, on a tous appris à marcher et on a dû se tromper au moins 10 000 fois avant d'apprendre à marcher. On est tous tombés au moins 10 000. Je connais pas les chiffres, mais ça doit être astronomique. Et pourtant, on s'est toujours relevé jusqu'à y arriver, jusqu'à trouver l'équilibre. C'est le chiffre, il m'a impressionné. Je l'ai retenu. Un bébé, pour qu'il puisse apprendre à marcher, il se relève 8000 fois. Voilà. C'est incroyable. Ouais. Donc c'est inné en nous en fait, exactement. cette capacité de résilience. Ouais. Mais je pense qu'on l'a avec les systèmes éducatifs, quels qu'ils soient. Je suis pas en train de parler du Maroc en particulier à ce moment-là. J'ai été éduqué dans les écoles publiques en France. C'est la même chose. Faut pas se tromper, surtout pas. Et ça, donc on perd ce côté aventurier, innovant, esprit novateur, le côté un peu artistique du cerveau. Faut surtout pas le gommer. Il faut pas avoir peur. Donc ça, je pense que c'est le deuxième axe sur lequel c'est très très important d'accompagner les jeunes aujourd'hui. En fait, est-ce que je peux rebondir là-dessus? Alors, est-ce que ce n'est pas aussi la culture d'entreprise qui impose le fait que, parce que si dans votre entreprise vous punissez systématiquement ceux qui font des erreurs, vous allez créer justement cet effet de terreur chez tous les collègues qui vont se dire moi je préfère ne rien faire plutôt que de me tromper et d'être puni. Et donc voilà, donc je pense que là il y a de l'amélioration en termes de management. Qui doit être faite, et effectivement je fais tout à fait le même constat que vous. Mais là je vous rejoins complètement sur effectivement la culture managériale. Il faut savoir poser un cadre qui permette cette expression d'idées et comme vous dites très bien, de ne pas punir systématiquement l'erreur, ce qui empêche en fait toute responsabilisation des personnes. C'est un peu d'ailleurs ce que met en avant la philosophie agile, c'est de la responsabilité, c'est de l'auto-organisation, c'est de la prise d'initiative. Lorsqu'on comprend ça et qu'on le veut mettre en place, ça ne peut que fonctionner si et seulement si, et vous avez 1000% raison, là je vois vos paroles, il faut qu'au niveau, en haut de la pyramide, parce qu'on est encore sur des structures, dans de nombreux pays, le Maroc en fait partie, où les entreprises sont organisées de manière assez pyramidale, il faut monter tout en haut pour avoir une validation. Tant que ce sera comme ça sera difficile, en tout cas dans les grosses entreprises, d'avoir un espace d'expression où on peut favoriser une transformation digitale ou une innovation ou une nouvelle idée qui va amener de la valeur à l'entreprise. Les plus belles inventions, elles se sont faites grâce à des erreurs. Donc oui, il y a aussi un changement. Pour reprendre votre terme, la conduite du changement, il a commencé par le haut. Tout à fait. Voilà. Enfin, il faut changer un peu à tous les niveaux, mais c'est une culture qui doit être voulue un peu par toutes les parties prenantes finalement. Voilà. Et si on fait ce parallèle avec les grosses entreprises et les PME, dans les grandes entreprises,
ils ont des budgets, donc ils peuvent se permettre d'aller recruter des équipes qui sont déjà dans cet état d'esprit et créer des équipes autonomes, enfin qui sont dans l'organisation mais qui fonctionnent de manière autonome avec leur propre gouvernance pour aller porter de l'innovation ou de la transformation digitale. Donc là, ils peuvent recruter des personnes déjà affûtées. Je me mets à la place maintenant d'une PME qui est concentrée au quotidien sur son business, sur ses opérations. Il faut payer ses factures, faut remplir le carnet de commandes. Comment est-ce qu'ils peuvent prendre le temps eux-mêmes déjà de se former en tant que dirigeant de PME pour comprendre ce que c'est que la digitalisation? Ils n'ont pas forcément les moyens d'aller recruter les bonnes personnes et les avoir en CDI pour mener à bien ces opérations. Là aussi, il y a un enjeu, je pense. Tout à fait. Et puis, ils ont tendance à aller peut-être vers des solutions qui rentrent dans un budget donné, hein, parce que comme vous l'avez dit, c'est le budget qui dicte. Mais peut-être que c'est bien qu'ils prennent du recul, de la hauteur, pour se dire, est-ce que je n'investis pas plus dans la stratégie maintenant et que je déploie peut-être un peu plus tard, mais que j'aille sur une bonne stratégie, que j'aille sur une stratégie gagnante qui va me permettre d'aller loin dans ce que je veux réaliser. Et je pense que ça, c'est un pari gagnant, plutôt que de faire avec des petits moyens et un projet qui peut-être leur fera perdre de l'argent, parce que aujourd'hui, on le voit, hein, si vous êtes si vous êtes pas suffisamment attractif sur le plan digital, vous ratez des clients, vous ratez des opportunités. Et donc voilà. Et donc là, si on doit donner des conseils aux jeunes entrepreneurs, c'est aussi d'apprendre à pitcher auprès de ces PME pour leur faire comprendre que, comme vous dites, la stratégie, c'est pas un luxe. Passer du temps à identifier une feuille de route et savoir vraiment le pourquoi je vais me digitaliser. Je donnerai pas de nom, mais il y a une entreprise qui voulait, il y a 3 ans, vendre des produits destinés B2C via un canal internet. Ils étaient habituellement distribués dans les grandes surfaces et ils souhaitaient utiliser le canal internet parce que c'est bien. Il faut avoir un site web et il faut vendre. Ok, mais est-ce que vous avez fait une étude de marché avant pour savoir quelle cible vous alliez adresser? Est-ce que vous avez mis du temps sur le marketing digital et la stratégie de référencement? Est-ce que vous avez pris du temps à définir le contenu de votre site web? Est-ce que vous avez mis du temps à penser à l'expérience utilisateur? Comment, moi, en tant que prospect, pourquoi j'irai sur votre site web acheter votre produit? Et comment va se passer mon expérience une fois que j'ai rempli mon caddie, que j'ai payé? Est-ce que je peux payer en ligne déjà, oui ou non? Comment est-ce que je vais être livré? Sous combien de délai? Toute cette expérience-là. Non, ils avaient fait l'impasse dessus. Et au final, ce directeur disait, voilà, on a mis un site web, mais on fait très peu de ventes, on vend que 2 produits par semaine, ils avaient prévu 200. 2 au lieu de 200. Et oui, mais si on fait pas toutes ces stratégies, mettre un site web, c'est comme si on ouvrait une boutique dans une impasse. Personne ne va passer devant. Et donc cette stratégie, c'est important. Et je pense qu'en tant qu'entrepreneur, acteur du digital, nous faisons partie, et c'est le conseil que je donnerais aux jeunes entrepreneurs, c'est d'apprendre à parler ROI à un dirigeant de PME. Si vous posez 100 sur la table pour faire une stratégie, oui, à la fin, vous n'aurez pas de produit tangible, de concret. Il n'y aura peut-être pas le site web ou l'application tout de suite ou de processus digitalisé, mais vous allez gagner, comme vous l'avez très bien dit, un temps incroyable sur l'exécution qui suivra et vous saurez vraiment où vous allez aller. Plus investir sur la partie formation pour comprendre ce que c'est que développer un produit rapidement en utilisant des méthodes qui sont éprouvées, qui ont fait leur preuve depuis des années, les méthodes design thinking, les méthodes lean startup, les méthodes agiles. Tout ça sont des canevas qui permettent justement d'aller plus vite vers la réussite. Tout à fait. J'étais un peu long, si vous permettez, en fait, vous n'avez pas uniquement évoqué la manière de penser, mais vous êtes allé jusqu'à parler du mindset qu'un jeune étudiant doit avoir afin en fait de réaliser soi-même. Donc là, franchement, je pense qu'on est au cœur du concept junior entreprise, qui est justement le learning by doing. Donc, mis à part ceci, il y a aussi le fait de se retrouver au milieu de 2 experts du digital. Ça aussi, c'est très important pour avoir les bons retours, pour avoir la meilleure pensée, pour léguer les connaissances nécessaires afin que nous puissions développer une certaine pensée qui soit critique, une certaine pensée qui va nous aider à considérer les choses correctement, afin que nous puissions je vais dire plutôt intervenir correctement dans notre système éco-entrepreneurial.
Je peux rajouter quelque chose. En fait, moi j'aime beaucoup ce concept de junior entreprise parce que finalement, ça expose très vite les étudiants au monde de l'entreprise et à ses niveaux d'exigence. Parce que quand on est en entreprise, on a un niveau d'exigence qui est extrêmement élevé par rapport au niveau d'exigence qu'on a dans les écoles ou les universités. Euh, je, Moi, je conseille bien sûr, aux jeunes à s'investir de plus en plus dans les juniors entreprises pour justement acquérir ces compétences, parce que c'est des compétences très souvent soft skills, c'est comment je me comporte vis-à-vis d'un client, qu'est-ce que un client peut exiger de moi ou pas, comment je gère le temps vis-à-vis de ce client, parce que je peux fournir un résultat extraordinaire. S'il arrive après l'heure, c'est après l'heure, quoi, c'est fini. Nous, quand on répond à des appels à projets, ben, il y a une deadline et si on n'a pas été à la deadline, notre dossier n'est pas retenu. Et donc, finalement, les jeunes apprennent au travers de la junior entreprise à comprendre un petit peu ce milieu de l'entreprise. Et c'est très intéressant pour eux de se former en parallèle avec beaucoup de soft skills, parce que l'école les prépare, bien sûr, comme vous l'avez très bien dit tout à l'heure, à beaucoup de hard skills qui sont vraiment très bien, très appréciables. Moi, j'aime beaucoup la flexibilité des jeunes aujourd'hui, comment ils sont capables d'apprendre très vite, etc. Mais sur le plan soft skills, il y a des choses qui vont pas, quoi. Il y a des choses qui bloquent et c'est un peu dommage. C'est parce qu'il suffit de travailler un tout petit peu sur ces choses qui ne vont pas bien. Et ça, en fait, ça peut se faire avec du coaching, ça peut se faire avec des formations soft skills, ça peut se faire avec voilà, avec du mentoring. Enfin, il y a pas mal de solutions. Et si on est dans une junior entreprise, ça veut dire qu'on doit livrer vite. Si je dois livrer vite, au lieu d'aller me former avec des vidéos à ne pas finir sur Internet, il vaut mieux que j'aille me former avec des vrais experts qui vont m'aider à répondre très vite sur une problématique donnée pour pouvoir aller droit au but et finalement, au lieu de traiter un dossier dans la junior entreprise pendant toute ma scolarité, ben je pourrais traiter plus. Et voilà, donc ça c'est une stratégie gagnant-gagnant. Et ça c'est quelque chose que vous pouvez maintenir. Et de toute façon, quand on regarde les jobs of tomorrow, les tendances, je suis beaucoup ça. C'est quelque chose qui me passionne. On voit que c'est fini de travailler sur un seul domaine pendant toute cette carrière, toute sa carrière. C'est juste inconcevable. Donc vous allez aborder, travailler dans plein de choses différentes. Il faut avoir cette agilité de changer facilement, d'apprendre en parallèle de toutes les tâches qu'on doit faire pendant la journée. Ben on doit se consacrer un peu de temps pour apprendre de nouvelles compétences et c'est un projet comme les autres et donc c'est un projet qui se prépare, qui se et qui se poursuit petit à petit jusqu'à acquérir un certain nombre de compétences qui finalement vont vous servir à garder votre poste dans un contexte aujourd'hui qui est en changement. Quand c'est la crise, ben on devient polyvalent, hein, on fait plusieurs choses et on doit voir les choses de façon positive. C'est à nous finalement de changer cette crise en opportunité de progresser au lieu de se dire mon chef me donne peut-être trop de travail ou des choses comme ça. On peut se dire que grâce à ça j'ai appris des nouvelles compétences que
probablement je vais valoriser plus tard, que ce soit dans la même entreprise ou dans une autre entreprise. Mais en tout cas, les jeunes aujourd'hui vivent avec cette réalité d'un monde qui va vite. Le digital est le meilleur outil pour finalement vous aider à aller au plus vite possible. Et il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir aussi mettre beaucoup d'humain dans le digital. Moi, je suis vraiment pour le digital for good parce que je pense que grâce au digital, on peut avoir un impact extrêmement positif, que ce soit socialement ou environnementalement. On doit aujourd'hui regarder ces aspects de digital pour que ce soit bénéfique à la société et pas que pour faire du profit et seulement que du profit. Voilà. Effectivement. Donc, franchement, je vous rejoins. Normalement, d'après ce que vous venez de dire, vous avez vraiment résumé le tout pour un junior entrepreneur. Donc là, j'aimerais bien vous demander, à madame et à monsieur, si vous aviez un dernier mot à adresser aux juniors entrepreneurs qui sont en train de nous suivre au niveau du virtuel. Alors, oui. Je commence. Un dernier mot? On a déjà fini, c'est passé vite. Eh bien, vous savez, si vous avez Non, il n'y a pas de problème, on va respecter votre agenda. Donc c'est un sujet tellement passionnant et tellement important. Effectivement, on pourra en parler. Oui, et puis là, je pense qu'on est bien tombé. Franchement, tout ce que vous avez dit, je suis tout à fait d'accord avec vous. Enfin, l'impact sur la société, sur le digital. Enfin, ça aussi, on pourra en parler des heures. Il y a tellement de choses à faire. Mais si on devait conclure sur quelques conseils à emporter pour les jeunes qui nous écoutent, je pense qu'ils l'ont compris, mais on le répétera jamais assez, c'est de pouvoir investir sur soi-même et ses compétences interpersonnelles, voilà, les fameuses soft skills. Comment je me comporte avec les autres, comment je peux appréhender un problème, quelle est ma capacité de communication. On va prendre un exemple tout simple, d'accord. Je sais pas si dans les écoles d'ingénieurs aujourd'hui il y a des cours de communication. Je ne sais pas. Je me pose la question. Je pense que dans les écoles de commerce, oui. Écoles d'ingénieurs, certainement aussi. Mais oui, dans certaines... Regardez ce qui s'est passé avec le travail à distance qui a été imposé dans tous les pays. La plupart des gens, donc du jour au lendemain, se retrouvent obligés de communiquer à distance, soit par téléphone, soit en visio. Les fameuses visios. Alors on a tous vu les phrases. T'as coupé ton micro, etc. On a tous dû s'adapter. Mais quelque chose qui m'a frappé dans toutes les réunions auxquelles j'ai participé, que ce soit en interne avec des clients, avec mon groupe en France ou autre, très peu de gens mettent la caméra. Or, en cours de communication, qu'est-ce qu'on se dit? On dit que pour faire passer un message entre deux personnes, il y a 70% du message, 2/3 du message qui est porté par la communication non verbale, la communication corporelle. Donc tout ce qui se voit mais qui ne s'entend pas. 2/3. Si on coupe la caméra, qu'est-ce qui reste? Il va rester les 30% restants qui sont sur à peu près 20%, c'est la voix, la mélodie de la voix, la manière de parler, grave, aigu, rapide, court. Et les mots qu'on utilise, c'est seulement 10%. Donc ça veut déjà dire que pendant des mois, lorsqu'on travaille à distance, sans visio, mais une vraie visio, on se prive déjà de 2/3 du message qu'on veut faire passer. Ce qui va en créer encore plus de confusion, etc. Donc ça, là, c'est un conseil tout bête, mais la communication entre les gens pour pouvoir mieux se comprendre, c'est important. L'écoute active, ça veut dire si je te pose une question, tu me réponds, je vais faire l'effort de reformuler pour m'assurer que j'ai bien compris et pour te montrer que j'ai compris. Et ça peut peut-être lever des ambiguïtés qui, si on les lève pas maintenant, aurait des effets de dérive qui coûteraient des très cher dans le cadre de projets en termes de dérive de temps. On a vu tellement de projets informatiques dérivés parce qu'il y a une mauvaise compréhension au départ. Donc les soft skills pour moi c'est la chose la plus importante et ensuite être orienté valeur d'usage. Qu'est-ce que j'apporte? Est-ce que le produit que je veux développer en tant qu'entrepreneur ou le service, qu'est-ce qu'il apporte vraiment comme valeur ajoutée à mon futur client? Si j'ai pas trouvé ça, si je sais pas y répondre, si je ne sais pas pitcher en 2 minutes en glissant le mot ma solution a tel bénéfice, c'est que je suis pas prêt à la lancer. Alors, ça veut dire que peut-être moi-même je l'ai pas bien compris. Comment? Finalement. Ça veut dire que peut-être moi-même je l'ai pas bien compris. Oui, finalement. peut-être. C'est important d'être très clair sur la valeur ajoutée qu'on apporte. Ça paraît simple à dire, mais c'est pas si simple à maîtriser.
Oui, effectivement, je confirme. Donc, je vous remercie vivement. Franchement, Merci. vous avez su relever le fond de la pensée, pas uniquement de la forme d'une pensée. Donc là, franchement, j'imagine les retours, aussi les interactions depuis tout à l'heure, c'était vraiment excellent en ligne. Merci. Donc, je ne sais pas, Madame Ilham, si vous voulez ajouter autre chose. Alors, pour moi, le mot de la fin, c'est persévérance et aussi beaucoup de réflexion à ce qui fait sens et ne pas aller vite, mais aller sûrement vers quelque chose qui fait sens pour vous et qui va être durable. Et je pense que c'est aux jeunes de réfléchir à ce qui va être durable parce que finalement c'est ça qui va rester, que ce soit pour enfin, là aujourd'hui, on voit des impacts sur l'environnement, on voit des impacts sur la société, et je pense que les jeunes doivent réfléchir à des modèles peut-être disruptifs, mais aussi toujours garder leurs valeurs finalement au centre. Et avancer, la technologie n'est qu'un moyen. Voilà. Absolument. Donc, merci de votre partage, chers intervenants. Je tiens à vous féliciter pour la qualité de vos interventions. Beaucoup d'informations, panoplie d'informations, un flux d'informations qui est très important, et intéressant à la fois. Donc, malheureusement, notre colloque, troisième colloque de cette journée tient à sa fin.